tournesol et en soja. Donc cette présentation va être réalisée par mes deux collègues, donc Fanny Villemain et Bastien Remurier. Donc quelques petites règles que je rappelle. Ce webinaire donc est enregistré, donc vous aurez tous accès via notre espace privé de notre chaîne YouTube pour le revisionnage de ce webinaire. En plus, vous recevrez une copie des slides et enfin un petit questionnaire de satisfaction que je vous demanderai de bien vouloir nous retourner. Voilà, donc pour communiquer avec nous, n'hésitez pas à poser toutes vos questions donc via la fenêtre de chat que vous pouvez activer par la petite bulle située en bas à gauche de votre écran. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. La présentation donc de Fanny et Bastien est organisée en 2 temps. Donc c'est Fanny qui va démarrer la présentation. Il y aura un changement d'orateur, on va dire, au milieu du webinaire, et on terminera par une série de questions-réponses et pour vous libérer impérativement pour 14 heures. Voilà, donc Fanny, je te laisse le micro et je vous souhaite à tous un excellent webinaire. Merci Frédéric. Oui, bonjour à tous. Donc je suis Fanny Villemain, je suis chargée d'études sur la gestion intégrée des adventices donc chez Terrinovia. Et donc je vais faire cette présentation en binôme avec Bastien. Donc comme le disait Frédéric, qui interviendra donc dans un second temps, je le laisserai se présenter. Et il y aura une première session de questions entre les deux si vous souhaitez poser des questions. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de la gestion de l'ambroisie à feuilles d'armoise, qui est une adventice exotique envahissante et qui voilà, est très présente dans les cultures de printemps, en particulier tournesol et soja. Alors on va parler de l'ambroisie à feuilles d'armoise parce que c'est l'ambroisie la plus répandue en France, on va en parler, mais finalement tout ce qu'on va dire, à l'exception des critères de reconnaissance, mais voilà, tout ce qu'on va dire en fait concerne également l'ambroisie trifide qui est beaucoup moins présente sur le territoire français, mais un petit peu dans le sud-ouest, mais qui est également allergène et également embêtante en tournesol et en soja. Alors tout d'abord la nuisibilité de l'ambroisie. En fait, donc comme je le disais, c'est une espèce invasive et puis elle est très compétitive pour les cultures. On va le voir parce que en fait, elle a des capacités d'adaptation très fortes selon son milieu. Et elle a un cycle biologique, voilà, qui est pile en phase avec celui du tournesol et du soja. Et du coup, quand elle est présente en forte densité, vous le voyez très bien sur la photo, elle peut donc concurrencer fortement la culture et évidemment impacter le rendement. Donc vous avez sur ce graphique des résultats d'essais anciens et on voit bien en fait que plus on a d'ambroisie par mètre carré en abscisse et plus finalement le rendement du tournesol va décroître. On avait même réussi donc sur ce panel d'essais à en dégager une relation linéaire et on voit que on perd à peu près 3 quintaux par hectare par tranche de 10 ambroisies par mètre carré, ce qui veut dire que pour 10 ambroisies par mètre carré, on perd 3 quintaux hectares, mais pour 20 ambroisies par mètre carré, on va en perdre 6, etc. Donc c'est quand même une nuisibilité qui est non négligeable, qui fait qu'aussi on doit donc bien sûr la gérer dans les cultures. En plus, elle est allergène, donc elle impacte fortement la qualité de vie des personnes qui sont allergiques. Les personnes allergiques, il y en a de plus en plus. Il y en a un peu moins d'un quart de la population en vallée du Rhône. Alors la vallée du Rhône, c'est l'endroit où il y en a le plus en France. Mais voilà, avec le changement climatique qui lui est plutôt favorable, la pollution qui lui est également favorable, ce nombre de personnes allergènes tend à augmenter. D'autant que voilà, il suffit de 5 grains de pollen par mètre cube d'air finalement pour que les symptômes des allergies apparaissent. Donc ça ressemble en fait à des rhinites, des conjonctivites, etc., voire un petit peu des réactions cutanées. Donc finalement, tout ça pour dire que c'est un problème de santé publique et que finalement l'ambroisie ne concerne pas uniquement les milieux agricoles, mais qu'elle concerne finalement tous les milieux, puisqu'elle est présente également sur les bords de route ou d'autoroute, les chantiers, les cours d'eau, etc. Donc vous le voyez, son aire de répartition en France s'agrandit de plus en plus. Là, on a ici une carte de 2018. Donc l'infestation est partie, surtout de la vallée du Rhône, donc région Rhône-Alpes, Auvergne. Elle s'étend maintenant en Bourgogne, dans la région centre. On voit d'ailleurs qu'elle suit la Loire, puisque également une des manières de se disséminer est également par les cours d'eau. Et puis on a également Poitou-Charentes et puis dans le sud-ouest. Donc son aire s'agrandit, elle se dissémine très bien par les engins de récolte, les machines agricoles, mais également les transports de terre, les cours d'eau, on le disait, etc.
Donc c'est l'affaire de tous. Nous évidemment aujourd'hui on va parler surtout du milieu agricole et des cultures de tournesol et de soja. Voilà, pour lesquels voilà, c'est important à gérer. Il peut y avoir des fortes pressions et puis il peut y avoir également des problèmes de résistance. On en parlera plutôt en fin de présentation, qui sont pour l'instant marginaux mais qu'il est important de contenir. Et c'est pour ça que finalement il est important de mettre tous les leviers qu'on a à notre disposition pour lutter contre l'ambroisie. La lutte chimique a des avantages, mais il ne faut pas tout miser sur la lutte chimique parce que du coup, voilà, il peut y avoir des dérives, notamment de résistance, etc. Et donc, il faut en quelque sorte ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et avoir vraiment une approche intégrée, raisonnée à l'échelle de la rotation, pour lutter le plus possible contre l'ambroisie. Alors tout d'abord quelques éléments de biologie, donc quelques critères de reconnaissance pour la repérer dans les parcelles, parce qu'évidemment plus on la repère tôt et mieux on s'en sortira. Donc au stade plantule en fait, elle a des cotylédons assez charnus, elliptiques, très verts, arrondis. Les premières feuilles sont opposées, même ensuite sur la jeune plante. Et puis en fait plus elle se développera ensuite et puis les feuilles deviendront alternes. Elle a des feuilles découpées, donc au début il va y avoir que 3 lobes et puis ensuite vous le voyez les feuilles sont très découpées. Les tiges sont poilues et au début sont vertes et pareil plus la plante se développe et plus les tiges vont devenir rougeurs et plus lignifiées également. Ensuite la plante donc adulte peut devenir très haute selon son milieu, elle peut aller jusqu'à 2 mètres voire plus. Et puis donc les fleurs, donc vous le voyez, sont des épis jaune-vert pour les fleurs mâles et les fleurs femelles en dessous sont plus discrètes. Alors un des critères qui la différencie de l'armoise vulgaire, qui peut lui ressembler, c'est la face inférieure des feuilles qui est très différente, c'est-à-dire que sur l'ambroisie la face inférieure des feuilles est verte, tandis que chez l'armoise la face inférieure des feuilles est blanchâtre, duveteuse, même argentée parfois. Donc ça c'est un critère qui est radical, qui permet vraiment de les différencier. Et puis l'ambroisie ne dégage pas d'odeur au froissement des feuilles, tandis que l'armoise vulgaire oui. Et puis l'armoise vulgaire, qui est aussi l'armoise commune, est une vivace, tandis que l'ambroisie est annuelle. Voilà. Quelques petits points de reconnaissance. Alors concernant la biologie de l'ambroisie, donc c'est une plante annuelle, on le disait, qui du coup peut être très haute, avec ce port dressé lorsqu'elle est adulte. Donc on voit bien ici les fleurs mâles sur la partie supérieure et les fleurs femelles sur la partie inférieure. Elle produit une grande quantité de pollen. On peut avoir jusqu'à plusieurs millions de grains de pollen par jour pour un seul pied. Et puis ensuite, donc après la grenaison, donc un pied d'ambroisie peut émettre en moyenne 3000 semences, mais ça peut aller jusqu'à 10 000. Les semences sont de taille variable, ce qui montre aussi la capacité de la plante à s'adapter à son milieu, mais autour de, on va dire, 3-4 millimètres. Et ces semences sont produites en grande quantité, oui, voilà, on disait 3000 à 10 000 par plante. Et surtout, voilà, ce qui fait aussi que l'ambroisie est difficile à gérer, c'est que les semences sont capables de survivre très longtemps dans le sol, donc au moins 10 ans, voire plus, on a déjà observé jusqu'à 40 ans. Donc ce qui fait que cette persistance du stock grainier fait que c'est difficile de la gérer. Par exemple, c'est ça aussi qui fait que le labour n'est pas un levier intéressant, puisqu'au final, en labourant, en enfouissant les graines, c'est un petit peu comme si on les mettait au frigo et qu'on les conservait à long terme. Donc quand on le relaboure ensuite, on remonte les graines et puis elles sont toujours viables et on n'a pas réussi à se débarrasser de l'ambroisie. Donc c'est pour ça qu'on ne parlera pas du labour aujourd'hui. C'est vraiment pas conseillé sur ambroisie. En plus, ces graines sont capables de germer également en profondeur, donc ce qui ne facilite pas la gestion. Et puis, une des caractéristiques aussi de l'ambroisie, c'est que elle est capable donc de s'adapter à son environnement, on le disait, et lorsqu'il y a la compétition d'une culture déjà en place, par exemple une culture d'hiver, type céréales ou colza, elle peut lever quand même à sa période de levée, donc au printemps, et passer inaperçue dans la culture, se faire toute discrète en fait. Et puis, lorsque la concurrence de la culture est levée par la moisson, elle dispose à nouveau de lumière, de ressources, etc. Et puis là, elle peut initier un développement rapide et faire des graines. Donc
Donc elle s'adapte très bien en fait à son milieu. Alors on va poursuivre sur ces critères d'adaptation en regardant aussi son cycle de développement. L'ambroisie lève à sa période de germination très étendue. En fait, elle peut lever de mars à septembre, ce qui est très long. Préférentiellement, elle va lever autour d'avril-mai, mais elle a vraiment des levées échelonnées. Et même si elle va lever tardivement, par exemple une plante qui a levé vers septembre, par exemple, eh bien elle sera capable malgré tout de faire des fleurs et de grainer sur un temps très court. Donc des fois on se dit c'est une plante qui a levé tard, elle fera pas de graines. Si l'ambroisie est capable, même si sa période de germination est très large, pour le coup sa période de floraison est peu influencée par sa date de germination. Donc elle va lever en juin-juillet, elle va se développer. Ensuite, elle va mettre en place les fleurs en juillet-août. Et puis bien sûr, donc les fleurs mâles vont émettre du pollen à partir de août jusqu'à octobre. Donc le pic pollinique est autour de septembre. Donc on l'a vu, ça peut être un pollen en grande quantité. Du coup allergène et donc très gênant. Et ensuite, donc une fois les fleurs femelles fécondées, donc il va y avoir une grande production de graines aussi, donc des akènes, autour de octobre-novembre. Voilà, on a déjà parlé des graines. Et puis une autre caractéristique aussi de la capacité de l'ambroisie à s'adapter à son milieu et à être assez colonisatrice, on va dire, c'est qu'une ambroisie même sectionnée est capable de régénérer des rameaux fructifères qui vont produire de nouveau des graines. Donc tout ce qui est fauche, écimage, etc., il faut un petit peu s'en méfier, mais on va en parler juste après. Voilà pour la biologie. Alors maintenant qu'on connaît un petit peu mieux ces caractéristiques, on peut essayer de essayer de la combattre en utilisant ses faiblesses entre guillemets. Donc vous le voyez bien sur le schéma, le cycle de l'ambroisie est en phase avec celui du tournesol. La phase végétative a lieu en même temps. Donc en fait quand on sème le tournesol, les ambroisies sont susceptibles vraiment de lever dans les cultures de printemps en même temps. Et puis ensuite floraison, grenaison qui sont à peu près en même temps. Donc une des manières de gérer l'ambroisie, du coup, ça va être de rompre ce cycle-là en utilisant dans la rotation des cultures d'hiver. Donc là j'ai pris l'exemple d'un colza. En fait, l'avantage d'utiliser les cultures d'hiver, c'est que du coup, on va être en décalé par rapport au cycle de l'ambroisie, et du coup, ça va contribuer à diminuer le stock semencier. Les ambroisies vont pouvoir lever à leur période préférentielle de levée au printemps, mais déjà moins parce que il y a la concurrence de la culture et aussi parce que le sol n'est pas remué à ce moment-là. Et puis le principal avantage de ces cultures d'hiver, c'est qu'à partir de juillet, donc il y aura la récolte et donc le sol va être nu. Et donc de juillet à octobre ou de juillet à août, au moins si on sème un colza, on va pouvoir gérer l'ambroisie sur le sol nu dans les chaumes. Et ce qui est toujours la période préférentielle de levée de l'ambroisie. Donc on va non seulement pouvoir détruire les ambroisies en place, mais aussi en faire lever et les détruire. L'avantage aussi d'utiliser d'autres cultures dans la rotation, c'est évidemment de pouvoir appliquer d'autres herbicides, enfin d'autres modes d'action herbicides, ce qui va un petit peu diversifier la lutte chimique. Donc vraiment l'importance de la rotation et l'importance de raisonner aussi en rotation les applications chimiques et puis les interventions de travail du sol. Alors justement, on le disait, une fois que, donc là, si on se place dans le cadre d'une interculture longue, donc entre une culture d'hiver récoltée en juillet et puis une culture de printemps type tournesol au soja, on va donc avoir la moisson de la culture d'hiver en juillet et donc le sol est nu, on peut gérer les ambroisies. Donc on va pouvoir gérer d'une part les ambroisies qui ont levé dans la culture d'hiver, qui justement étaient discrètes dans la culture d'hiver et qui d'un seul coup vont se développer comme ici à droite sur la photo dans les chaumes fortement. Donc avant qu'elles ne grainent, on va intervenir assez tôt pour les détruire. Et puis l'autre avantage aussi d'intervenir une ou plusieurs fois durant l'interculture, c'est du coup de faire lever de nouvelles ambroisies, autant d'ambroisies qui ne lèveront pas ensuite dans les cultures de printemps. C'est une manière de réduire un petit peu le stock semencier. Je dis un petit peu parce que le stock grainier est toujours très élevé, mais au moins pour celles qui sont prêtes à germer, voilà, elles ne germeront plus ensuite
dans les cultures, puisqu'on les aura fait lever là dans l'interculture, en prenant soin bien sûr de les détruire. Donc pour faire ces opérations de déchômage, il est conseillé plutôt d'intervenir assez tôt après la récolte, tout simplement pour profiter de la fraîcheur du sol, pour faciliter la pénétration des outils dans le sol. Il faut intervenir à une profondeur de travail suffisante, parce que on a bien vu que l'ambroisie donc était capable de régénérer des rameaux fructifères, donc du coup il faut la sectionner suffisamment profondément, l'arracher en fait pour ne pas qu'elle reparte. Et puis quand on veut favoriser donc des nouvelles levées, en prenant soin d'intervenir superficiellement et juste avant une pluie, c'est bien aussi de passer un rouleau pour favoriser ce contact sol-graine et donc les levées de l'ambroisie, pour les détruire ensuite, bien sûr, avant leur grenaison. Donc du coup, en résumé, derrière la moisson du colza ou de la céréale, on va déchaumer au moins une fois. Ensuite, selon la météo durant l'été, on peut intervenir une ou plusieurs fois, mais toujours avant que les ambroisies ne grainent, bien sûr. À minima, on réintervient une dernière fois en septembre pour détruire les ambroisies en place, donc mécaniquement ou chimiquement. Bon, l'avantage de le faire chimiquement, c'est que ça évite de remuer le sol de nouveau et de potentiellement de provoquer encore des nouvelles levées si l'ambroisie lève encore en septembre. Mais on peut le faire tout à fait mécaniquement. Et puis avant, bien sûr, d'implanter un couvert pour ceux qui sont en zone vulnérable. Alors si je continue dans le déroulé de cette interculture longue, là on a parlé de l'été et de l'automne. Ensuite en hiver, donc voilà, labour pas conseillé, on en a parlé. Et ensuite on arrive en sortie hiver, donc avant l'implantation de la culture de printemps. Et là finalement il y a deux leviers conjoints que l'on peut mettre également en place en sortie hiver et printemps, qui sont finalement sur le même principe de faire lever encore des ambroisies. À partir de mars, on réentre dans la période préférentielle de levée de l'ambroisie, et du coup on va de nouveau pouvoir essayer en fait de faire lever l'ambroisie pour toujours pareil réduire le stock semencier et la détruire. Et une manière de faire ces faux semis aussi, qui peut favoriser les faux semis, c'est de décaler la date de semis de la culture de printemps pour se laisser le temps justement de faire ces faux semis, donc de laisser les ambroisies lever et de les détruire. Donc on a réalisé en 2016 un essai soja chez Terra Innovia, pour lequel on a testé finalement deux dates de semis. Donc en théorie une date de semis classique et une date de semis plus tardive décalée de 15-20 jours. Bon, en année 2016 c'était déjà tardif pour une date de semis classique, la date de semis 1. Mais malgré tout on a quand même ce décalage de 15-20 jours qui peut nous donner des informations. Et puis ensuite on a appliqué le conseil de Terra Innovia pour gérer l'ambroisie. Donc en post-levée on avait appliqué un pulsar à 4 feuilles. Alors voici ce que ça a donné. Donc ici vous avez dans un premier temps les comptages dans les témoins non traités. Vous avez en bleu la date de semis 1, donc la date de semis entre guillemets classique. Et puis donc même si l'année 2016 était tardive. Et puis en rouge vous avez la date de semis 2, donc décalée de 20 jours. Et en fait, on voit entre les deux dates de semis qu'au 26 juillet, donc quand les choses se stabilisent dans le soja, eh bien finalement, on a beaucoup moins d'ambroisie dans la date de semis 2 tardive par rapport à la date de semis 1 plus classique. Pourquoi ? Parce que tout simplement au 20 mai, lorsqu'on a semé donc la date de semis 2, on a détruit toutes les ambroisies qui avaient levé finalement entre la date de semis 1 et la date de semis 2. Donc à peu près 70 ambroisies par mètre carré, plus toutes celles qui avaient levé avant la date de semis 1, donc c'était à peu près 85 plantes par mètre carré. Donc pour le dire autrement, en fait, sur la date de semis 1, on avait déjà détruit des ambroisies qui étaient levées, mais en attendant un peu plus, sur la date de semis 2, on détruit en fait finalement beaucoup plus d'ambroisies, d'où cette différence de population ensuite dans la culture. Donc je l'ai pas dit, mais en mars, on avait fait un travail de sol assez superficiel pour faire cet effet de faux semis ensuite, et les ambroisies ensuite avaient levé. Donc finalement, dans cet essai, on a une réduction de la pression de l'ambroisie de 64% dans les témoins non traités, ce qui est non négligeable et ce qui montre vraiment l'intérêt du décalage de la date de semis pour faire ces faux semis. Alors, une petite parenthèse, attention bien sûr à ne pas trop tardifier la date de semis des cultures pour bien sûr préserver le potentiel de rendement. Mais là, je vous renvoie du coup selon les régions aux dates de semis conseillées, donc dans les guides de culture Terra Innovia, que ce soit en tournesol ou en soja, donc selon les régions et puis selon les variétés utilisées également.
Alors quelques photos parce que c'est toujours parlant. Donc vous voyez ici la forte infestation. On est bien dans les témoins non traités. Hein. La forte infestation de la date classique, on va dire, et une infestation un petit peu moindre avec une ambroisie évidemment moins développée sur la date de semis plus tardive. Alors toujours sur cet essai soja, on a ensuite donc sur les modalités appliqué un pulsar à 4 feuilles, et puis on a regardé l'efficacité de ce pulsar, et on voit que sur la date de semis 2, donc tardive, finalement l'efficacité est autour de 85%, ce qui est pas mal, et surtout bien plus élevé que l'efficacité du pulsar sur la date de semis 1, tout simplement parce que les populations ne sont pas les mêmes, et donc sur une population moindre, donc la date de semis 2, évidemment le pulsar est bien plus efficace. Donc vraiment un niveau d'action significatif du décalage de la date de semis et des faux semis. Donc je résume le conseil, hein. En mars-avril, une préparation du sol superficielle, on laisse du temps pour que les ambroisies lèvent, on les détruit. Alors toujours pareil, hein, l'avantage évidemment c'est de ne pas trop retoucher le sol, donc c'est l'avantage d'un désherbage chimique, mais néanmoins on peut aussi appliquer un désherbage mécanique, enfin disons détruire les ambroisies mécaniquement, mais voilà, en essayant le plus possible d'éviter de refaire lever des ambroisies dans la culture, en fait. C'est un peu l'enjeu. Alors, on continue le déroulement dans le temps et on arrive maintenant dans la culture qui a été donc semée, et un des leviers, en dehors du désherbage chimique hein, que Bastien va évoquer tout à l'heure, un des leviers pour gérer l'ambroisie en culture, c'est le désherbage mécanique et en particulier le binage. Le binage en fait va avoir l'avantage donc d'arracher pas mal d'ambroisie dans l'interrang et du coup d'éviter aussi d'appliquer ensuite les produits de post-levée si on en fait sur trop d'ambroisie. En fait, ça va diminuer la population d'ambroisie, donc potentiellement ça va rendre le produit plus efficace, et puis aussi ça va diminuer la pression de sélection de l'herbicide sur l'ambroisie. Donc pour éviter en fait à force de sélectionner des populations de résistance, c'est mieux de pratiquer le binage du coup avant l'application de post-levée. Ici vous avez l'efficacité du binage donc dans un essai 2016 également en soja dans le Tarn-et-Garonne, et on a ici une efficacité de 74% parce que bien sûr évidemment sur le rang malgré le butage on a toujours des ambroisies qui persistent, mais c'est quand même une efficacité intéressante. Ici donc on a comparé deux itinéraires, enfin les itinéraires mixtes, donc toujours raisonnement chimique en programme 1, donc prélevé prôle, post-levé pulsar, et puis si on ajoute un binage, et ben finalement on voit qu'on a gagné une vingtaine de points d'efficacité, donc ce qui est quand même pas négligeable, et ce qui est intéressant, on était, vous le voyez, dans les témoins non traités, on avait 55 plantes par mètre carré, donc sur une infestation respectable. Et du coup, voilà, vraiment une plus-value du binage associé au désherbage, au programme de désherbage chimique. Toujours des photos parce que c'est assez parlant, donc vous le voyez avec le binage ici. Voilà, évidemment, on a moins d'ambroisie dans l'interrang. Ici, donc, ce sont quelques résultats par rapport à la prélevée, donc qui sont plus anciens. Hein, vous le voyez, c'est sur nickel. Mais on voit ici que lorsqu'on fait nickel en prélevé puis binage, on a finalement une efficacité supérieure à un nickel seul ou même à un binage seul. Et ce même sur des parcelles très infestées, c'est des barres oranges, on a une efficacité de 90%, donc qui est quand même intéressante. Et c'est vraiment la complémentarité des deux, chimique plus mécanique, qui est gagnante, parce qu'on voit bien que le binage seul n'est pas suffisant, et puis que finalement le binage apporte quand même une plus-value au nickel seul en fait, par rapport au nickel seul. Donc encore l'intérêt de combiner différents leviers et différentes solutions. Un dernier levier qu'on peut évoquer, mais qui est plutôt un levier de rattrapage, je dirais, c'est l'essimage. Alors, l'essimage, c'est vraiment dans les situations où, malgré l'application de tous les leviers dont on vient de parler, malgré le raisonnement de la lutte chimique en programme, malgré toutes les bonnes pratiques contre l'ambroisie, comme elle a une levée échelonnée, il est possible d'avoir toujours de l'ambroisie dans ces parcelles, hein, elle n'est pas facile à gérer. Et donc si on s'est laissé dépasser par l'ambroisie, on peut envisager un essimage, alors plutôt en soja, pour des raisons de hauteur de culture, hein, par rapport à un tournesol. Et en fait, ça va être intéressant pour sectionner les ambroisies qui dépassent au-dessus de la culture et qui sont prêtes à grainer. Donc ça évitera en fait de réensemencer le stock grainé en ambroisie. Donc c'est vraiment une solution de rattrapage, voilà, quand on peut plus rien faire d'autre et qu'on veut éviter
entre guillemets, enfin oui, de ressalir la parcelle pour les années d'après, enfin de réensemencer le stock semencier. Donc c'est aussi intéressant au soja parce que on récolte plus tard que le tournesol, plutôt en octobre, et à partir d'octobre c'est justement la période durant laquelle les graines d'ambroisie deviennent matures. Donc du coup c'est intéressant de le faire en soja parce que finalement au tournesol on récolte en septembre avant, donc c'est pas forcément nécessaire de décimer puisque les graines ne seront pas encore matures. Et puis, on le disait, l'ambroisie est capable de se disséminer fortement par les engins de récolte. Donc, s'il y a des parcelles très infestées en ambroisie, il vaut mieux les récolter en dernier, et puis bien nettoyer soigneusement la moissonneuse-batteuse pour éviter de recontaminer des champs plus propres et de disséminer l'ambroisie. C'est important, ce sont des gestes préventifs, mais finalement qui ont vraiment leur importance. Et puis surveiller également les bords de champs. Et puis en tournesol, comme on le disait, donc plus on attend vers septembre, fin septembre, octobre, et plus l'ambroisie risque d'avoir des graines matures. Donc il vaut mieux ne pas trop attendre, ne pas trop tardifier la récolte du tournesol du coup. Voilà, donc sur cette partie levier agronomique, gestion mécanique et puis biologie également de l'ambroisie. S'il y a des questions, je vous invite à les poser. Peut-être vous l'avez fait au fur et à mesure via le chat. Je sais pas Bastien si tu as récolté déjà quelques questions. Après on abordera donc la lutte chimique. Vous pourrez également poser vos questions. Alors pour l'instant il y a plein de questions, mais je vois qu'il y en a qui sont en train d'écrire, donc on d'accord. Un petit peu. Mais effectivement, faut pas hésiter en fait, à poser toutes vos questions, même pareil pour la partie chimique, au fur et à mesure, comme ça permet après de tous les avoir à la fin pour les traiter. Il est 13h32, donc je sais pas pour combien de temps t'en as à peu près, Bastien? Beaucoup moins, non, j'en ai pour une dizaine de minutes maximum. Une dizaine de minutes. Ce que je propose, c'est que peut-être que t'enchaînes et puis comme ça laisse le temps que les questions arrivent sur le chat et puis on prendra toutes les questions à la fin. Ça marche. Ok, très bien. Très bien, du coup. Fanny, du coup, je te laisse gérer le passage des diapos. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage. Non, c'est bon, c'est rapide. C'est super. Ok, super. Bon, très bien. Là, du coup, bonjour à tous. Donc, rappelons pour me présenter, donc, Bastien Remurier. Donc, je suis, ingénieur de développement, donc, sur la région de Champagne-Ardenne et également Seine-et-Marne, donc, chez Terinoia. Et, je vais vous présenter la partie, herbicide, donc, les stratégies herbicides, donc, pour lutter contre l'ambroisie sur le soja et sur le tournesol. Alors pour revenir un peu déjà sur les grandes bases déjà de la stratégie, donc l'ambroisie effectivement c'est une plante qui est assez difficile, on va dire, en termes de solutions efficaces pour la gérer d'un point de vue chimique. Il existe des produits bien entendu efficaces, on va les voir par la suite, mais ils sont peu nombreux et donc on va voir que c'est important en tout cas d'alterner les modes d'action pour préserver justement d'une part l'efficacité de ces produits-là et simplement aussi pour augmenter l'efficacité aussi donc sur l'ambroisie elle-même. Alors jusqu'à maintenant, donc on est toujours sur une stratégie en fait pré plus post. Donc il faut avoir une stratégie complète, il faut surtout pas lever le pied dès qu'on commence à gérer les problématiques d'ambroisie en chimie. Et donc jusqu'à maintenant, donc sur soja et tournesol, on va dire jusqu'à 2019, on avait une base en prélevé qui était intéressante, qui était le nickel, qui était assez efficace. Or depuis le juin dernier, en fait, juin 2019, donc depuis un an maintenant, le nickel a été retiré du marché. Et du coup, il a fallu trouver des remplaçants tout aussi efficaces. Donc on a deux candidats finalement qui prennent très bien finalement la place, c'est le RACR-ME et le Proman, qui montrent une efficacité finalement similaire au nickel. Donc c'est ce que montre ici le graphique. Donc comme vous pouvez voir, on a testé justement donc du pulsar 40, donc de l'imazamox. On va voir que c'est une des molécules principales de gestion en poste levé. Et puis on a associé avec donc un programme en prélevé avec du Proman à 2 litres et du nickel ici à 2 litres. Donc vous voyez, donc juste pour montrer que donc on a différents essais, donc ce sont les points que vous voyez, donc en termes d'efficacité, en pourcentage, et on a la moyenne en vert là pour le Proman et le nickel, et on constate que pour les deux programmes, on est sur une efficacité similaire. Et on voit bien que la prélevée,
Ça ne fait pas tout dans la stratégie, hein, ça rajoute un peu plus par rapport au pulsar seul, mais voilà, vous voyez qu'on gagne déjà 10 à 20% par essai environ. Tu peux passer. Ensuite, donc on a donc la base effectivement le Promon. On a le rassure ME aussi qui peut être intéressant, mais qui est pas trop mélangeable, hein, donc il n'est pas mélangeable en tout cas avec d'autres solutions, donc ce qui peut bloquer parfois certaines stratégies, et qui aussi a un coût un peu plus élevé que le Promon. Donc le Promon reste quand même, on va dire, une solution en tout cas assez intéressante d'un point de vue efficacité-prix. Et de plus, son spectre est assez large sur les autres dicotes. Donc l'autre stratégie, eh bien, ça va être la poste-levée. Donc la poste-levée va se faire essentiellement à base d'imazamox, ou mis pour le cas du tournesol de tribinuron méthyle, hein, dans tous les cas de molécules qui sont du groupe H5B, hein, donc qui sont vraiment les molécules efficaces, hein, on va dire, pour gérer l'ambroisie. Donc pour améliorer encore plus l'efficacité de ces produits-là, il existe quelques stratégies à appliquer lors de la poste-levée. Donc là on a pris ici l'exemple avec le Pulsar 40, donc qui comprend donc l'imazamox. Donc le graphique en haut à gauche vous montre en fait simplement bien deux stratégies. Donc on a mis le Pulsar 40 à 1,25 litres, hein, qui est la dose maximale, hein, donc homologuée, hein, sur ces deux cultures. Et on a fait également une modalité avec adjuvantation. Donc on a rajouté en plus de l'actirobe B ou du DASH-HC. Hein. Il n'y a pas de vraie différence entre les deux. Et on constate que, eh bien, on a un gain d'efficacité d'environ 10% environ dans les deux essais ici qui sont montrés. Donc vous voyez déjà que l'adjuvantation peut augmenter déjà l'efficacité effectivement de l'imazamox. À noter qu'on peut retrouver également donc sur le tournesol donc le Passat Plus qui est également donc l'imazamox déjà adjuvanté en fait dans le produit. Voilà. Et l'autre technique, eh bien, c'est le fractionnement. Donc c'est ce que illustre en bas le graphique. Donc là, même chose, on est reparti sur une base de Pulsar 40 à 1,25 litres. Hein. Donc appliqué à deux quatre feuilles, et on a fractionné donc en demi-dose ce pulsar avec 8-10 jours environ entre les deux passages. Et même chose, on constate qu'on a en tout cas un gain de 10% environ donc d'efficacité. La chose est identique d'ailleurs pour les deux produits comme le tribinuron méthyle. Tu peux avancer, Fanny. Donc maintenant, si on rentre un peu plus dans le détail pour chaque culture, donc déjà sur le tournesol, finalement, qu'est-ce qu'il faut essayer de retenir en termes de stratégie? Donc le tournesol, on va être vraiment sur une base de Promon qui est donc 2 litres. Donc 2 litres, une dose qui suffit largement en termes d'efficacité. Et puis par la suite, eh bien, on aura donc un peu de choix, on va dire, sur les applications en poste levé, sous condition, et là j'insiste bien, hein, sous condition bien sûr d'être avec une variété VTH. Pour rappel, les variétés classiques du tournesol donc, ne supportent pas l'imazamox ou le tribinuron méthyle, et donc il faut des variétés Clearfield ou Express Sun pour pouvoir supporter ces genres de produits. Donc, pour rappel, il existe 3 catégories de VTH dans les tournesols. Donc, on a les Clearfield classiques qui peuvent donc encaisser l'imazamox, mais sans adjuvantation. On a les Clearfield Plus, donc qui peuvent encaisser l'imazamox avec adjuvantation. Donc, ça comprend le Pulsar 40 plus adjuvant et le Passat Plus. Donc, peut-être même à privilégier dans une stratégie où on sait qu'on a des problématiques en ambroisie pour augmenter l'efficacité. Et on a également donc les tournesols donc Express Sun, où on peut appliquer donc l'Express SX, donc qui contient le tribinuron, associé également avec un adjuvant ici le 3090. On peut avancer. Côté soja, donc la même chose. Donc là, ce graphique a l'avantage de vous montrer, de faire une synthèse un peu des grandes stratégies qu'on a pu tester sur le soja, parmi d'autres encore, mais les principales. Donc effectivement, même chose, on se retrouve avec une base de Promon donc, qui reste le plus efficace. Donc juste pour vous montrer en plus dans ce graphique-là, c'est que on a effectivement testé aussi le Pro, le 400, donc il n'y a pas d'imétaline, aussi en prélevé, mais on constate que tout de suite les modalités avec le Promon, eh bien, on a tout de suite une efficacité un peu plus supérieure, de 5 à 10%. Et puis même chose, on a donc fractionné par suite la poste levée avec des bases de pulsar, 40, effectivement, mais aussi avec d'autres molécules, sachant que effectivement on a quand même plus de choix avec le basagrand, avec du quorum également. Et donc on constate que dès qu'on commence à associer finalement deux produits différents, comme le basagrand et le pulsar 40 en poste levé, finalement, on augmente un peu plus l'efficacité qu'une double application de pulsar. À noter que le quorum montre aussi une même efficacité avec une base Promon et associé aussi au pulsar. Voilà, on peut avancer.
Donc ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que donc on a même le choix. Donc juste pour information, le soja encaisse très bien l'Imazamox. Ça n'empêche pas qu'on peut avoir un petit coup parfois effectivement un peu phyto, le soja qui peut un petit peu jaunir ou se tasser quelques jours. Mais sinon autrement il n'y a pas de souci bien sûr sur l'application en elle-même. Voilà, donc les interventions vont se faire surtout entre deux, trois feuilles étant vraiment l'idéal pour les deux cultures, sachant que l'objectif c'est de ne pas d'avoir non plus des ambroisies trop développées, car là également on va tout de suite perdre rapidement l'efficacité. En général, on va être sur des applications pour une ambroisie qui a environ entre 2 à 6 feuilles grand maximum. On va avancer. Enfin, je finis quand même sur un point effectivement important. Donc, on l'a pu le voir. Donc, les stratégies chimiques, donc n'ont pas vocation non plus à remplacer ce qu'a présenté Fanny. On est là vraiment en complément dans une stratégie globale. Et l'objectif, c'est de préserver au maximum maintenant l'efficacité de ces produits-là, en particulier de l'Imazamox. Donc, il y a des molécules de type H5B. Et en effet, donc on a évoqué, il y a des résistances qui existent, en tout cas qui apparaissent très localement. Donc je rassure, ça ne concerne pas toutes les populations d'ambroisie actuellement en France, mais on a des résistances donc avérées donc à l'Imazamox notamment. Et donc effectivement, on perd du coup une cartouche importante en termes de gestion de l'ambroisie. Donc l'objectif, c'est pour ça que on est maintenant dans une optique vraiment de cumuler, prélever, post-lever avec toutes les stratégies possibles de adjuvantation, de fractionnement, pour en tout cas préserver au maximum l'efficacité des produits et éviter de sélectionner des plantes à résistance. Petit point aussi, petite parenthèse plutôt aussi sur les bases effectivement de Promont et autres, etc. Ou même de Prol, donc sachez que effectivement, on peut voir donc le Prol par exemple RS quand même assez intéressant donc sur certains systèmes en prélevé pour gérer notamment l'ambroisie. Il n'empêche que en termes de graminées, attention cependant, le Promont, le Prol, etc. donc gère un peu les graminées, mais cependant ils vont pas vous faire tout le boulot. Et en général dans ces cultures, on va essayer de privilégier la gestion des graminées avec du S-métolachlore, c'est-à-dire donc du Mercantor Gold, pour justement un peu alterner les modes d'action sur les graminées et éviter aussi les résistances dessus. Voilà. On peut avancer. Voilà, donc juste pour finir, pour conclure un peu sur cette présentation. Donc c'est vraiment important donc de surveiller de près l'ambroisie. Donc c'est une plante déjà qu'il faut apprendre en tout cas à la reconnaître, à être sensibilisé finalement un peu à son cycle biologique. Comme on peut le voir, c'est une plante qui est très vite invasive. Donc pour information, il existe un site officiel qui permet en fait de recenser tous les signalements d'ambroisie. L'objectif, c'est pas non plus de fliquer les endroits, les parcelles, on va dire sales, mais un peu de suivre l'évolution justement des populations donc à l'échelle du territoire national. Voilà. On a remis le lien ici en tout cas, donc faut pas hésiter dans votre travail ou lors de vos tours de plaine effectivement, si besoin est donc de remonter les problèmes. Donc on l'a vu, donc on rentre quand même dans une stratégie, mais maintenant plutôt la rotation pour gérer durablement l'ambroisie. Il faut bien avoir en tête que les aspects chimiques, mécaniques permettent de gérer effectivement donc l'ambroisie l'année N, mais ça ne remplace pas en tout cas la prévention à l'échelle de la rotation et surtout la surveillance, on va dire assidue tout au long donc des campagnes. Pour information, l'ambroisie arrive souvent par les bordures, par en fait simplement des bordures de parcelles qui ne sont pas forcément entretenues. Parfois la plante peut en tout cas perdurer quelques années proche d'un champ avant de rentrer dedans. Et c'est vrai que si on ne fait pas forcément attention, on peut vite être débordé avec. Donc voilà pour cette présentation sur l'ambroisie. N'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, là on est maintenant disponible avec Fanny pour y répondre, pour approfondir au besoin. Merci Bastien, merci Fanny. Donc pour l'instant il y a une seule question, j'espère que d'autres vont arriver. Je pense que cette question s'adresse plus à la partie de Fanny, c'était par rapport à la réduction du stock semencier grâce aux différentes méthodes de lutte. Mais grosso modo, il suffit d'une seule plante en fait pour reconstituer un petit peu le stock, puisqu'il y a en moyenne 3000 graines par plante. Est-ce qu'il y a des essais qui ont été effectués sur les effets des méthodes de lutte sur la réduction du stock semencier? Ça c'est la première question. Et est-on sûr que cela permet de réduire le stock semencier ou simplement de limiter la concurrence entre l'adventice et la culture? Alors oui, on a réalisé des essais de faux semis et voilà, gestion de l'ambroisie en interculture. Après nous, on a une évaluation des populations d'ambroisie qui est avec les ambroisies levées, c'est-à-dire des comptages de flore.
en interculture ou en culture. Donc on n'a jamais évalué directement le stock semencier lui-même. Ce sont des mesures très lourdes pour le réaliser. D'autant qu'après, voilà, les graines ne sont pas forcément toutes prêtes à germer à un instant T. Des histoires de dormance, etc. Donc on regarde plutôt ce qui lève dans la parcelle. Donc l'efficacité de ces techniques sur ce qu'on a vraiment visuellement dans la parcelle. Voilà. Et la deuxième question, ah oui, est-ce que ça diminue vraiment? En fait, ça diminue, disons, le nombre d'ambroisies qui vont lever ensuite dans la culture. On le voyait bien sur les essais faux semis en soja, là, de 2016 que j'ai présenté, où finalement, pour la date de semis tardif sur laquelle on avait détruit plus d'ambroisies, donc où le faux semis avait été finalement, alors c'est pas tellement plus efficace, mais voilà, avait été plus long en tout cas, donc on avait fait lever plus d'ambroisies et donc on en avait détruit plus. On voit ensuite que dans la culture, on a une infestation moindre. Donc disons que oui, ça diminue les ambroisies aptes à lever, on va dire, dans la culture suivante, en effet. Après, le stock, oui, il est très dur à évaluer, on y a très peu accès. Mais encore une fois, il n'est pas forcément représentatif aussi de ce qui va lever dans la culture, puisqu'il y a ces histoires de dormance également des graines et de conditions aussi favorables à la germination. Donc, qui fait que voilà, finalement, le résultat est plutôt observé dans la culture par ce qu'il lève. Et du coup, sur les faux semis, il était concluant, oui, puisque on avait donc une infestation moindre sur les parcelles pour lesquelles on avait déstocké plus. Voilà, j'espère que ça répond. Ok, merci Fanny. Je pense qu'il y a une autre question qui vient d'arriver concernant l'adjuvantation pulsar possible. Est-ce uniquement sur la variété Clearfield Plus ou si fractionnement sur les variétés Clearfield? Alors, chez l'adjuvantation, on va plutôt conseiller que ce soit Clearfield Plus, parce que malgré tout, avec les 8-10 jours, on remet encore une couche dessus. Donc non, un Clearfield peut en tout cas présenter un peu plus de symptômes phyto qu'une Clearfield Plus. Donc on est plus effectivement sur des variétés Clearfield Plus pour pas prendre de risques en tout cas avec une Clearfield simple. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. A priori, il y a encore un message qui est en train d'être composé. N'hésitez pas, il nous reste encore largement une dizaine de minutes. Ok, Bastien, on te remercie pour cette précision car ce sont les préco BASF. Voilà. Pas de quoi. Voilà. Donc je sais pas s'il y a s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure. Sauf si. Je sais pas. Après, on peut peut-être ajouter que c'est, le choix de la date du webinaire n'est pas innocent. C'est la période justement durant laquelle donc on peut commencer à voir les ambroisies dans les parcelles et les gérer aussi avant le pic pollinique. Donc c'est pas innocent et justement entre le 15 et le 30 juin, ce sont les journées de lutte contre l'ambroisie, des journées nationales. Durant lesquelles n'importe quel organisme peut organiser des journées de lutte contre l'ambroisie. Il y a l'observatoire également qui réalise des petits événements, etc. Et finalement, ce webinaire s'inscrit également dans ce cadre. Voilà. Ok. Je ne vois pas d'autres personnes se précipiter sur le chat pour poser des questions, donc il me reste à vous remercier pour votre participation. Pour rappel, vous allez recevoir évidemment les slides qui viennent de vous être présentés, un lien vers notre chaîne YouTube au niveau d'un espace privé pour revisionner ce webinaire et un petit questionnaire de satisfaction que je vous remercie par avance de remplir. Merci Fanny, merci Bastien pour ce très bel exposé et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire des jeudis de TI. Au revoir à tous. Merci à tous, à bientôt. Il y a quelqu'un qui vient, Madame Barrier, là, qui vient de partager le lien
un lien vers le programme JDA 2020, lien webinaire observatoire. Voilà. Merci. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.